messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Il y a environ derrière moi 800 mètres cubes de neige. Il faudra au moins 4 à 5 heures aux engins pour la déblayer. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier Zoom. Effectivement, nous sommes à Bab al-Azia, le palais de Kadhafi. Vous entendez peut-être les cris de joie et les tirs. Bienvenue dans votre 12-13. Bonjour à tous, voici nos titres. Oui, bonjour Samuel. Alors hier, Florence Cassé était beaucoup trop angoissée. Et oui, parce que le problème aujourd'hui, c'est toujours cette épaisse couche de cendres qui recouvre une importante partie de la région. Des cendres qui sont très fines et particulièrement nocives pour la santé. Bonjour à tous. Les États-Unis frappés par un nouveau drame. Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir. Depuis l'opération Pilier de défense, aujourd'hui, pendant les funérailles, le Hamas promet la vengeance. Il est 13h, bon dimanche à tous et bienvenue au sommaire de votre journal. Ce sont ces combattants de la Révolution que nous avons rencontrés ici à Zenten qui détiennent depuis plus de 8 mois Saïf al-Islam. Bonsoir à tous. Coup de théâtre à l'UMP. François Fillon conteste finalement la victoire de Jean-François Copé. Beaucoup plus de peur que de mal, mais depuis le passage de l'ouragan Katrina il y a 6 ans, les Américains et leurs dirigeants ont appris à se méfier. Bonsoir, bienvenue dans l'actualité africaine ce soir. Les Palestiniens s'attendaient plutôt à des représailles cette nuit, à nouveau à une nuit de bombardement comme hier. Décidément, l'hiver joue les prolongations. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce 23 juillet. C'est un balai incessant, hélicoptère de l'armée qui sillonne ce soir la capitale sous couvre-feu. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Bonsoir à tous, au sommaire de ce 11 mars. Il est 13h, bonjour à tous, bon week-end. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le véhicule a dégagé sur une 50aine de mètres. Les militaires en ont encore pour plusieurs heures de travail. Bienvenue à tous, 2 avril 2013, voici le sommaire d'Infosoir. Bonsoir à tous, c'est Stade 2, un Stade 2 événement. Bonsoir, un déluge de buts en Ligue des Champions hier, une soirée de folie. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bonjour, dans l'actualité, la situation reste très tendue en Égypte malgré l'intervention du président Moubarak. Avec mon caméraman, nous avons alors été frappés, puis séparés. Très peu de femmes, surtout étrangères, se trouvent sur cette place Tahrir. J'ai été empoignée par plusieurs hommes et j'ai subi une agression sexuelle. Voilà tous ces visages qu'on connaît bien maintenant. Il y avait quelques intrus dans le montage qu'on a vu là. On a plutôt l'impression, et on va en parler dans le détail, que les choses vont plutôt pas mal sur France Télévisions en termes de représentation des femmes dans ces métiers de l'information. On a vu cette année, je crois, arriver à la tête du Monde une femme, à la tête de TF1 c'est une femme aussi, enfin, etc. Et pourtant, il y a eu aussi une grève cette année, je crois, aux Échos, de femmes qui protestaient contre le fait qu'elles faisaient la grève des signatures parce que justement il y avait assez peu de femmes dans la structure hiérarchique. Et je vais vous reciter quelques chiffres sur ce plafond de verre qui existe et sur, à titre d'exemple, le nombre de nouvelles cartes de presse de directrices distribuées cette année. Il y en a eu 567 en 2012, l'an dernier. 97 seulement sont allés à des femmes. Le reste, c'était bien sûr des hommes. Les rédacteurs en chef, 32% sont des femmes. Les rédacteurs en chef adjoints, 36% sont des femmes. Les chefs de service, c'est 37%. Et les directeurs ou directrices de la rédaction, c'est 27%. Donc, on n'est pas vraiment encore à la parité, si je puis dire, en termes de chiffres. Sylvie Pierre Brossolette, navré de vous avoir rabaissé dans la hiérarchie, je suis désolé. Votre expérience, on ne parle pas du CSA, on parle de votre suivi comme ça de professionnel de l'information et du journalisme. Vous avez vécu quoi? Des rédactions machistes? On peut toujours parler de ça? Les rédactions sont toujours machistes ou il y a des... Incontestablement. Oui. Écoutez, vous voulez vraiment que je parle un tout petit peu de mon expérience personnelle? Oui. Écoutez, j'ai été 18 ans à l'Express au service politique. J'ai pris 18 ans à devenir chef du service politique en voyant une flopée d'hommes être nommés les uns après les autres, plus incompétents les uns que les autres, mais ça ne faisait rien, c'était un homme.
Il a fallu qu'une femme L'homme n'est pas forcément incompétent. Non, mais ceux-là n'étaient pas très compétents. La preuve, d'ailleurs, il s'en allait très vite, parce que ça n'allait pas. Et alors, bon, vous voyez-y une coïncidence, mais Christine Ockrent est arrivée et m'a nommée. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on s'est fait toutes les deux virer par des hommes. Et ça, c'est une anecdote. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas un patron femme, Michel Cotta l'a dit tout à l'heure, de laisser imaginer à son patron homme qu'on pourrait diriger. C'est a priori pas dans leurs idées qu'une femme puisse diriger des hommes, comme il y a beaucoup de journalistes hommes, enfin en tout cas il y en avait beaucoup, il y en a de moins en moins en proportion avec les femmes, mais enfin quand même ils sont pas toujours commodes, ils ont du caractère, enfin vous les connaissez, ça rouspète. Bon. Et donc il faut des femmes de caractère, et tant qu'on vous a pas essayé, on ne sait pas si vous seriez capable, donc on se dit bon, on prend pas le risque d'essayer. Alors moi, une fois qu'on m'a essayé, on a continué à m'essayer, bah, tant mieux, j'ai eu de la chance et j'ai pu continuer. Mais vous voyez, deuxième exemple, quand je suis entrée au Point, on m'a dit très nettement, tu pourras grimper, donc je suis arrivée jusqu'à directeur adjoint du Point, mais tu seras jamais directeur. C'était clair. A été dit, ça. Ah, ça a été clair au départ. Par qui? Devinez celui qui était au-dessus. Et pas par méchanceté, mais c'était comme ça, c'était les us et coutumes de la maison, et qu'il fallait un homme jeune et dynamique et énergique et autoritaire pour un jour pour prendre le flambeau. Vous avez grandi en vous disant professionnellement que vous n'y arriveriez jamais, qu'il y aurait toujours ce plafond de verre, vous vous êtes dit... Non, j'ai essayé, moi, je me suis battue comme une folle, d'ailleurs c'est pour ça que je suis arrivée où je suis arrivée, c'est pas arrivé tout seul. Et je comprends très bien que quelques femmes en route se disent la barbe. C'est beaucoup de sacrifices personnels. C'est vraiment une vie dédiée 24 heures sur 24 à l'info, quoi. On ne s'arrête jamais. Ça n'existe pas. On est pris un peu pour une cinglée dans son milieu familial. Bon. Et c'est exactement pareil pour revenir à votre question sur l'audiovisuel. C'est la même chose, en pire sans doute dans l'audiovisuel, parce que en plus on vous envoie sur des reportages quelquefois longs, difficiles, on est isolé et dangereux, et que c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes ont conquis le droit de se faire tuer dans des reportages, mais elles n'ont pas conquis vraiment le droit de décider. Elles ont conquis le droit de présenter des journaux, mais pas d'évaluer les situations. Elles ont conquis le droit de rouspéter, souvent maintenant, comme celle des Échos, mais toujours pas de diriger leur journal. Donc il y a un progrès, on sent que les femmes bouent derrière, aimeraient faire leur chemin, certaines lâchent en route, mais de plus en plus il y en a qui s'accrochent, et je pense qu'il y a eu un petit réflexe de peur des hommes qui sont aux manettes, parce qu'il y a eu comme une régression. Je pense autant Michel Cotta, Christine Ockrent, jusqu'à Arlette Chabot, où quand même il y a eu beaucoup d'exceptions femmes qui étaient un modèle. On les trouve même plus. Et il y a... vous avez l'impression qu'il y a moins de femmes aux manettes aujourd'hui qu'hier? Moi, je pense qu'il y a plutôt, à très haut niveau, plutôt une régression. Et que c'est parce que la marée monte et que les derniers hommes vraiment aux manettes tiennent pas trop à les lâcher. Ça va finir par lâcher, ça va peu à peu, je pense, s'assouplir. Mais il y a une dernière marche à franchir qui est la plus difficile, et il va falloir beaucoup de caractère pour y arriver, presse écrite comme presse audiovisuelle. C'est toujours dit ça par les hommes qui sont aux manettes et qui se comprendraient, qui s'accrocheraient selon vous à leur dernier privilège? C'est dit, c'est exprimé? Mais jamais. Ils sont pas fous. Jamais. Il y a toujours quelqu'un de mieux pour le poste, ou quelqu'un d'épatant, qui va de soi, et qui en veut en plus comme un fou généralement, qui intrigue. Il faut bien dire, il ne faut pas idéaliser les femmes, mais il faut dire qu'elles mettent un peu moins d'énergie que les hommes à tuer le voisin, à tuer le concurrent, à se pousser, à trouver les bonnes raisons d'avancer, à qualité égale. Puis alors vous connaissez cette fameuse phrase de Françoise Giroud, hein. Les femmes sont vraiment les égales des hommes. Quand un jour, à un poste important, on nommera une femme incompétente. Pour l'instant, on n'hésite pas à nommer encore des hommes incompétents, mais ce n'est pas encore le droit des femmes. Donc, on n'y est pas tout à fait arrivé. Alors ça, c'est pour la progression dans la hiérarchie. Dans l'exercice du métier, est-ce qu'il vous a été reproché d'être une femme? Est-ce qu'on vous a regardé différemment parce que vous étiez une femme? Est-ce que vous aviez moins de crédibilité dans vos analyses, par exemple, parce que vous étiez une femme par rapport à des hommes? Non, ce qui était assommant au début, et puis c'est passé avec les années, c'est que, bon, je suis arrivée dans le métier, je n'étais pas mariée. Je me suis mariée, elle va décrocher, elle va nous lâcher les baskets, elle va rentrer chez elle. Bon, je ne suis pas rentrée chez moi. Quelques années plus tard, j'ai fait un enfant. Ah, ce coup-ci, elle va nous lâcher, vraiment. Elle va aller pouponner, elle va moins en vouloir, etc.
Il n'y a rien eu à faire, je me suis accrochée. Donc vous êtes une emmerdeuse. Et au bout d'un certain temps, ils se sont habitués à moi, hein, comme disait René Char. Donc prenez votre mal en patience, accrochez-vous, et puis montrez que vous faites le boulot aussi bien que les hommes, et vous dites pas que vous êtes obligé de rentrer pour le biberon ou pour aller à la fête de l'école. Et à ce moment-là, on vous traitera à peu près d'égal à égal, à peu près. Ça s'est vu comme ça. Thierry Tuillier, quand on... Non, ouais. Je m'accroche. Non, ouais. Je m'accroche. On a commencé par tous ces visages qui défilent, je cherchais un mot, mais tous ces visages qui défilent comme ça à l'antenne, on se dit, bon, ça bouge. Est-ce que cette impression est la bonne ou est-ce qu'au contraire, comme le dit Sylvie, c'est pas vrai, il y a une sorte de régression aujourd'hui? Non, l'impression est la bonne à l'antenne. C'est-à-dire que d'ailleurs, si on prend le cas de France Télévisions, toutes ces chaînes, pour les journaux télévisés comme les magazines, on est quasiment à la parité parfaite. Je crois que c'est du 50-50 si on prend la 3, la 2, JT plus magazine. En présentation, je parle. Et sur le terrain, honnêtement, il y a même un peu plus de femmes, notamment sur des situations de guerre, mais non pas parce qu'on leur impose d'y aller, c'est parce qu'elles sont les premières à vouloir y aller. Hein. Je le répète, celles qui vont sur des situations de conflit, c'est parce qu'elles le souhaitent. Et donc, et ça a été, et c'est toujours considéré comme étant quand même la partie la plus noble du métier que d'aller faire du grand reportage à l'étranger. Et là, il y a plutôt une majorité de femmes. Donc en réalité, pour ce qui concerne, la représentation à l'antenne des professionnels journalistes, je crois qu'il n'y a pas de débat. En revanche, ce qui est vrai, c'est l'encadrement. Et l'encadrement, pourtant, j'ai pris la succession d'une directrice femme, mais je ne vous cache pas que l'encadrement qui commence rédaction en chef adjointe, chef de service, était quasiment d'une manière homogène, masculin, bien que la directrice ait été une femme. Donc pour moi, ce n'est pas une indication, il n'y a pas une corrélation entre le fait d'avoir une directrice femme et un encadrement mixte. Il n'y a pas plus d'audace de la part d'une femme d'aller nommer une autre femme? En tout cas, là, le cas de figure tel qu'il était présenté, ce n'était pas le cas. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et on a commencé à travailler en incitant beaucoup, sur la 3 comme sur la 2 d'ailleurs, à ce que les femmes prennent des responsabilités. Là, on est dans une situation, je l'ai souvent évoqué d'ailleurs par ailleurs, dans une situation assez surprenante, où il y a peut-être une régression par rapport à l'époque de Michel, où je trouve qu'un certain nombre de femmes qui seraient en situation de prendre des responsabilités hésitent, reculent, alors peut-être pour toutes les raisons indiquées par Sylvie, c'est-à-dire qu'effectivement c'est violent, il y a un côté conflictuel, il faut s'imposer, avoir de l'autorité, etc. Mais honnêtement, il faut beaucoup d'arguments pour faire en sorte que les femmes prennent des responsabilités, que ce soit dans les éditions, à la tête des services et à la direction, où on a nommé récemment une directrice adjointe à France 2. Et il a fallu beaucoup de semaines de discussion pour lui dire mais si, tu as tout à fait la légitimité, la cité en situation de le faire, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un travail à analyser là-dessus. Et ce que j'espère, moi, c'est qu'en diversifiant l'encadrement, eh bien finalement, parce qu'on ne fait pas ça seulement pour faire plaisir aux femmes qui vont prendre des responsabilités, c'est aussi parce que, par rapport au sujet abordé dans nos journaux et dans nos magazines, on espère pouvoir avoir plus de diversité. Donc l'objectif, c'est aussi de coller davantage à la société française telle qu'elle est. C'est pas juste comme ça de la politique pure. Donc mon espoir, c'est qu'en changeant, pour prendre qu'un exemple, c'est la rédaction de France 2, il y aura 2, voire 3 rédactrices en chef service sur les 4 ou 5 disponibles, si j'ose dire, à partir de septembre. Donc c'est une inversion de tendance très notable. Et j'ajoute que non seulement les femmes à France Télévisions ont le droit de présenter, mais elles ont le droit d'évaluer, puisque c'est Nathalie Saint-Cric qui évalue et qui fait les éditos politiques. Elle a succédé en cela à un homme. Donc il y a aussi des évolutions positives. Donc honnêtement... Mais c'est un vrai choix? C'est un choix. C'est une recherche constante que de remplacer les hommes par des femmes à ces postes-là. En tout cas, c'est de se laisser la possibilité de le faire. Donc ça veut dire avoir un état d'esprit déjà où on challenge, où on va trouver, que ce soit pour des postes à l'étranger, des postes dans l'encadrement, on suggère, on essaye d'inciter les femmes à être candidates. Effectivement, elles le sont et peuvent réussir. Ça ne veut pas dire, parce que c'est un critère extrêmement important. C'est-à-dire qu'à compétence égale, on choisira la femme. Je pense qu'on peut rentrer dans cette phase-là, oui.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a indiqué, effectivement. Je pense ce matin, le président de France Télévisions, je pense qu'il y a un effort à faire, très, très, très bref, mais pour prendre de bonnes habitudes. Ensuite, quand ce sera devenu naturel, je pense qu'on ne se posera plus ce genre de questions. Mais pour le moment, à compétence égale, et le mot est très important, il faut qu'il y ait le critère de compétence prévale et sans doute pas seulement en matière parité homme-femme, mais ce n'est pas le sujet, mais y compris dans d'autres secteurs de la diversité. Pierre Brossolette, vous êtes... Codicile, quand je parlais d'évaluation, c'était pas les analyses politiques, parce qu'il y a des journalistes analystes politiques, mais les expertes, mais c'est le sujet prochain, donc je ne vais pas priver Brigitte Grésy de son analyse, mais dans le domaine de l'expertise, voilà, ça n'a pas encore été conquis. Et je voulais aussi ajouter un mot à l'égard de Thierry, qui fait des gros efforts, comme quoi quand un homme est un peu féministe, il se passe des choses. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent aider les femmes, et qu'à force de conviction, de partage, de conversation, c'est un secret pour personne que ça n'a pas été évident que France Télévisions s'engage dans cette affaire de 30% de femmes sur les plateaux en termes d'experts. On en a beaucoup parlé, il y a eu des réticences, on se dit oh là là, donc on va se lancer, c'est lourd, c'est une contrainte supplémentaire dans des temps difficiles. À force de conviction, et avant même que le projet de loi qui prévoit l'égalité hommes-femmes et des dispositions pour le CSA, France Télévisions a eu la courtoisie ou l'intelligence de devancer la loi et de prendre des engagements à inscrire dans son contrat d'objectifs et de moyens qui est en négociation en ce moment. Et ça, je salue le geste et je sais que Thierry y est pour beaucoup. Donc je dis que quand il y a un homme qui veut quelque chose quelque part, on y arrive. Un petit sujet qui fâche, ça. Moi j'ai été surpris en entendant sur les radios, chez Morandini, etc., toutes les critiques qui suivaient la nomination du duo Laforge-Loison au Soir 3, je crois, enfin, journal du soir de la 3, où on voyait que Loison, qui se retrouvait relégué en deuxième plan dans ce journal qu'elle présentait jusque-là, c'était assez mal vécu. Il y a beaucoup d'appels des gens. Ça a surpris, ça ? Oui, moi, ça m'a surpris. On a eu beaucoup de discussions, y compris à l'intérieur du CSA, d'ailleurs, à ce sujet. Alors d'abord, elle n'est pas reléguée au deuxième plan dans le sens où, je répète, elle présente le journal qu'elle présentait. C'est-à-dire que c'est pas spécialement des brèves et c'est pas. D'ailleurs, il faut l'interroger là-dessus. Elle est assez surprise du décalage entre justement l'image. La perception que ça donne. D'ailleurs, elle est intervenue chez Morandini pour dire attendez, tout va bien. Tout ça a été totalement vu avec Tuilier, justement. On en a discuté. Donc, elle présente le journal. Moi, je pense qu'on est à problème d'abord parce qu'il y a un problème de géographie des lieux, ce qui fait qu'on les sépare plus qu'on ne les rapproche, et donc on y travaille pour la rentrée. Mais il faut aussi voir une chose, c'est que ce que nous avons, et je sais que ça a heurté parfois certaines personnes quand je l'ai dit publiquement, on a opté pour l'expérience. C'est-à-dire que Louis Laforge, on voulait un couple. Et puis quand le choix s'est porté sur Louis Laforge, le choix a été fait de quelqu'un ça fait 20 ans qu'il présente les journaux et l'information. Patricia, que j'ai choisi pour présenter le Soir 3 il y a 3 ans, que je connais bien, ça fait 3 ans à peine qu'elle présente les journaux. Et elle-même se sentait pas forcément immédiatement prête à présenter, parce que c'est pas un journal, une tranche d'information, c'est-à-dire passer du registre du journal au registre d'animatrice de toutes les séquences. Ça viendra, j'en suis sûr, et peut-être plus vite qu'on l'imagine. Mais dans un premier temps, elle-même était d'accord avec cette démarche de dire mais non, mais Louis s'impose par l'expérience. Donc simplement, le fait qu'il y ait eu un débat, une polémique, prouve à quel point c'est devenu extrêmement sensible, même lorsque l'objectif n'était pas de reléguer en deuxième division, bien entendu, Patricia. Donc oui, j'ai été surpris. Mais on voit bien que dans l'opinion, effectivement, maintenant, le décryptage n'est plus le même et que les gens peuvent être sensibles à la place qu'on fait aux femmes sur les antennes. Exactement. Non, mais Thierry l'a dit, moi-même j'ai été surpris, je l'avais fait part en privé, d'ailleurs c'était pas un drame, de mon étonnement qu'en lançant une nouvelle émission, à partir de zéro, on fasse ce choix de mettre l'anchorman homme et forcément du coup la femme un peu en retrait, quoi qu'on veuille l'habiller, c'est tout de même l'homme qu'on voit en premier, qui dit je, qui va. Et donc, avec Thierry, on en a reparlé. Il m'a dit que ça pouvait évoluer, que ça allait pouvoir changer. Il m'a donné toutes les raisons qu'il vient d'exposer. Je peux très bien les comprendre, mais j'aimerais bien que la prochaine émission que tu lances, Thierry, on fasse l'inverse et que l'encore-man soit une encore-woman et que ce soit l'homme qui fasse ses premières classes. Pour le journal de nuit, cette fois-ci. Alors, juste pour un scoop, quand même, c'est que ça aurait pu être 2 femmes. On a failli, et je ne dirais pas qui,
On a failli. Alors là, d'autres m'ont dit non mais attends, 2 femmes, c'est pas possible. Et moi, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait un couple de 2 femmes qui présentent le Grand Soir 3. Mais il se trouve que ça ne s'est pas produit parce que pour plein de raisons. Voilà. Bon, en tout cas, donc c'est pas seulement une question de parité. Je veux dire par là qu'il faut aussi qu'on ait des critères, on le sait, professionnels, d'expérience, de maturité aussi par rapport à l'antenne, et surtout totalement, j'allais dire, en transparence avec les personnes concernées, c'est-à-dire en l'occurrence Patricia qui sait très bien. Alors, Christine Lehéran, qui est chef du service culture et société de France 3, dans ce débat-là. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Benoît. Non, en l'occurrence, je rejoins en fait ce qui s'est dit aussi à un moment sur l'étude qualité, le regard des téléspectateurs. Il y a eu une forte évolution, je trouve, plutôt positive sur nos antennes. Ensuite, que ce soit à travers la présence féminine et puis le traitement des sujets, la place des reporters aussi sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'équipe, invariablement, ça peut être un homme ou une femme qui part sur le terrain. On ne va pas s'arrêter simplement au sexe, on va d'abord regarder la motivation, l'intérêt pour le sujet, et les compétences pour le coup sont totalement partagées, même dans des situations difficiles, compliquées, qui demandent beaucoup d'énergie. Et vous qui êtes de la 3, cette histoire cette polémique autour du nouveau Soir 3. Non, moi je ne l'ai pas du tout ressenti. En plus, c'est un couple, je trouve, qui s'entend bien, avec qui nous, en tout cas, on a plaisir à travailler. Il n'y a pas de concurrence et c'est plutôt, franchement, très agréable pour le coup. Alors, les news. Enfin, ça s'appelle pas, c'est les nouvelles news. Votre site, Isabelle Germain, oui, qui a la prétention de parler à parité, de donner la parole aux femmes autant qu'aux hommes. Voilà, donc c'est un site qu'on a créé il y a 3 ans et demi maintenant. On partait d'un constat, moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai fait des études au sein de l'Association des femmes journalistes sur la place des femmes dans les médias, dans le contenu de l'information. Qui voit-on quand on ouvre un journal ? Je sais que ces études ont été un petit peu présentées ce matin, mais enfin nous les faisions tous les 5 ans pour le compte de l'Association des femmes journalistes dans le cadre d'une plus vaste enquête GMMP. Et ces enquêtes montraient que les femmes sont sous-représentées et stéréotypées, sous-représentées seulement 80%, 20% des personnes citées dans le contenu de l'information sont des femmes, 80% des hommes par conséquent. Et lorsqu'elles sont citées, c'est en général parce qu'elles sont l'épouse, la compagne du monsieur dont on parle, ou parce qu'elles ont un rôle de victime, ou alors elles sont citées de façon anonyme. Ça va être une passante, une vieille dame, une jolie jeune fille, alors que les hommes, eux, sont cités avec leur nom, leur prénom, leur fonction, et sont là en qualité d'experts. Donc ce premier constat, on l'a fait en 1995. 5 ans plus tard, on a refait la même enquête, on est arrivé au même chiffre. 5 ans plus tard, idem. 5 ans plus tard, idem. Donc je me suis dit qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même et que j'allais créer ce média dans lequel les femmes prendraient la parole autant que les hommes. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on est très attentif à ce que dans le contenu de l'information, on voit autant de femmes que d'hommes. C'est une autre vision du monde qui se dégage. Si je prends juste un exemple tout récent sur les tenniswomen, par exemple, ou les tennisman, quand Tsonga était à 2 doigts d'accéder à la finale de Roland-Garros, tout le monde disait il va enfin y avoir un Français à Roland-Garros. On n'en a pas eu depuis 30 ans. C'est faux, il y en a eu une en 2000 et c'était Marie Pierce. Donc voilà, on a tendance à invisibiliser les femmes en général. Les braqueuses, ces fameuses basketteuses qui sont quand même arrivées en finale, je ne sais pas quel tournoi, on les a quasiment pas vues, personne n'en parlait. Ça a été dit, c'est pareil, il y a eu de la polémique autour. Oui, mais ça a fini par être dit, mais enfin il a fallu l'opinion le remarque pas mal batailler. Là, on a la même chose sur Wimbledon. On dit que Murray est le premier Anglais depuis 77 ans à décrocher, décrocher la victoire, alors qu'il y a eu aussi une femme en 1977, une Anglaise, etc. Donc cette invisibilisation des femmes dans le sport, c'est très important parce que on sait aussi qu'à la télé, c'est l'enquête du CSA qui montre que 93% du temps d'antenne consacré au sport est consacré à des hommes. C'est-à-dire que les femmes, elles ne font du sport que
pour leur physique, pas pour la compétition, pas pour l'exploit, etc. Et c'est une vision des hommes et des femmes qui est d'abord fausse, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du sport de compétition, et qui ne permet pas aux petites filles de se projeter dans des images de vainqueurs. Par exemple, sur d'autres sujets, nous on a l'habitude de dire qu'un certain nombre de sujets qui, dans les médias, sont des sujets pratico-pratiques, nous on va les traiter d'une façon plus politique. Le congé parental, par exemple, en général, c'est traité dans la presse féminine, c'est traité dans les journaux, dans les pages pratico-pratiques des journaux où on dit, voilà, vous avez droit à temps, etc. Nous, on dit, c'est un sujet politique. Alors, là, maintenant, avec le nouveau ministère des droits des femmes, c'est un sujet dont Najat Vallaud-Belkacem s'est emparé et qui devient vraiment un sujet politique. Mais jusqu'à maintenant, ça n'était pas un sujet politique. Et parler du congé parental et faire du congé parental un sujet politique, dire qu'il doit être partagé à moitié par les hommes et par les femmes, c'est une autre vision de la société. C'est pour l'emploi des femmes et des hommes, c'est important parce qu'on sait que les employeurs se diront que j'emploie un homme ou une femme, je peux avoir affaire à une personne qui va s'arrêter un certain nombre de mois en congé parental, etc. Donc voilà, la différence, elle est là. On a fait un colloque, par exemple, sur les indicateurs de richesse. Là aussi, c'est une question qui est centrale pour l'égalité homme-femme, parce qu'aujourd'hui, notre principal indicateur de richesse, c'est le PIB. Or, le PIB, il ne compte que les biens et services marchands, ce qui arrive à un certain nombre d'absurdités, comme par exemple, être malade, c'est bon pour le PIB parce qu'on achète des médicaments, mais prendre tous les soins préventifs que font principalement les femmes en s'occupant de leurs enfants, etc., ça ne rentre pas dans le PIB. Donc voilà, il y a toujours un hiatus entre PIB... Qu'est-ce que ça change dans votre façon de traduire l'information ? Parce que est-ce que ça peut vous amener, justement, dans cette recherche constante de l'équilibre absolu homme-femme, enfin la façon d'en parler, est-ce que ça peut vous amener à faire de la rétention d'informations parce que vous n'arrivez pas à la faire incarner par des femmes, ou est-ce que ça peut faire bouger les choses ? On n'en est pas encore là parce qu'on est une toute petite équipe, on démarre, et puis la difficulté qu'on a aussi, c'est de trouver des financements, de trouver des investisseurs, parce que les gens se demandent c'est quoi ce truc, voilà. Donc là je peux pas vous répondre. Je sais pas si Arnaud, qui travaille à la rédaction, aurait quelque chose à dire là-dessus, parce on est une rédaction mixte. J'y tiens beaucoup. On n'a pas voulu tordre le bâton. Je vais vous faire entendre une petite réaction, enfin un petit commentaire. Est-ce que je pourrais ajouter juste une petite chose par rapport à ce qui est... Alors, sur un tout autre sujet, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, quand même, moi je suis toujours très surprise quand on dit qu'on a du mal à trouver des femmes à placer dans les postes de direction. Alors c'est peut-être le cas chez vous, mais enfin, quand il y a eu l'affaire aux Échos que vous avez citée, où les femmes se sont mises en grève des signatures parce qu'aucune d'entre elles n'était nommée à des postes de direction, quand les premières syndicalistes sont allées demander à la direction, mais alors, pourquoi vous n'avez pas nommé de femmes, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la réponse qu'ils leur ont faite. On en a abordé, mais elles ne voulaient pas. Et puis elles ont fait le tour des femmes nommables. Ils vous ont abordé, ils vous ont posé la question ? Ah non, ils leur avaient même pas posé la question. Donc moi, je suis toujours quand même un petit peu... Alors moi, je vous confirme qu'on en a abordé, on en a trouvé aussi. Voilà. Donc si je vous dis ça, c'est parce que ça correspond... Voilà, non seulement... mais je vous confirme que pour une personne nommée, on en a contacté plusieurs qui avaient le profil et qui ont renoncé pour d'autres raisons, d'ailleurs, des raisons tout à fait valables, personnelles ou de trajectoire professionnelle, voire de perspective. Et aussi parce que, comme je le disais, la notion de rapport conflictuel à un stade de direction, mais aussi de rédaction en chef, parce qu'il n'y a pas seulement la direction. La rédaction en chef est très important, un échelon extrêmement important de l'encadrement des rédactions. Là, c'est beaucoup plus mixte, mais là aussi, il y a des craintes quant au relationnel dans le cadre d'un rapport de force. Voilà, ça existe. Alors, pour vous mettre de bonne humeur, vous allez écouter avec moi Georges Decaune, et vous allez voir un petit peu la perception qu'il a de ce qu'est... je dirais pas l'information féminine, mais je crois que c'est ça dont il parle. Et je dirais que le plus grand changement pour moi, c'est la présence des femmes au journal télévisé. Ça a été la seule invention géniale. C'est pas la technique qui est géniale, c'est la présence des femmes. Aussi, d'ailleurs. Et sur le terrain aussi. Et je trouve que le visage d'une femme humanise la qualité imbécile des hommes. Voilà. Petite réaction. Sylvie Pierre-Brossolette, est-ce qu'il y a comme ça une façon plus humaine de présenter l'actualité quand on est femme, et est-ce que le visage de l'information change parce qu'il est féminin ? Écoutez, quelquefois, il y a une manière moins grossière de se tenir dans les émissions de débat.
Parce que, en dehors de la présentation des journaux... Moins agressif, ah oui, parce plus que, dans écoutez, l'écoute des là autres. encore, mon expérience passionnelle, ça fait personnel et passionnel sur les plateaux. Ça fait comme 35 ans que ça dure, que j'y suis invitée par moments, et généralement, au tout début, en tout cas, c'était comme potiche, comme... pour être la femme qui était là. Alors, pour prendre la parole, c'est déjà une bagarre. En plus, pour la garder, c'est encore plus une bagarre. Et à la fin, on se dit, bon, on va faire comme eux. On dit, j'ai pris la parole, je vais terminer ce que je veux dire, et je prends ma grosse voix, et laissez-moi terminer, et je vous interromps. On finit par être mal élevé. Donc, il y a un style masculin qui passait et qui passe moins. Je pense que, malgré la multiplication des émissions polémiques, il y a tout de même des limites à ne pas franchir, et que les femmes, d'ailleurs, ont compris peu à peu comment il fallait manier l'instrument. C'est un peu dommage. C'est vrai que les femmes ont une voix simplement physiologiquement moins forte, et elles ont un peu moins de testostérone. Bon, ça c'est juste notre différence physiologique. Du coup, notre façon de nous tenir sur un plateau diffère peut-être un peu. En revanche, pour présenter l'actualité, ça n'a rien à voir. Vous avez des femmes compétentes et des hommes compétents, l'inverse. Vous avez des femmes sensibles, des hommes sensibles, ou l'inverse. Là, je ne crois pas que dans la façon de présenter l'actualité, alors sauf si on tient compte vraiment, effectivement, de la beauté d'un visage pour vous convaincre. Enfin, si on veut surtout entendre de l'information pour être sûr qu'on a entendu la bonne information, je ne pense pas qu'on fasse trop attention à exactement le visage qui le porte. Mais dire comme c'est dit là que la femme a apporté la douceur dans l'information, est-ce que c'est pas un petit peu réducteur? C'est grotesque. Bon. On est bien d'accord. On veut pas de la peine à Georges Decaune. Enfin, on peut pas lui faire de la peine. Mais enfin, tout le monde a rigolé, quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et puis, la douceur des femmes, vous savez, elle n'est pas plus partagée que la douceur des hommes. Un autre commentaire, vous? Non, surtout, il dit la femme. La femme, ça n'existe pas, c'est une abstraction. Il n'y a pas d'information sexuée, vous qui êtes quand même un petit peu là-dessus, si je puis dire, puisque vous traquez cette parité-là. Non, justement, il y a... non, il n'y a pas. Il y a juste besoin d'équilibre. Alors après, c'est aussi une expérience qu'on fait. On ne sait pas. Enfin, là, on commence à avoir un retour d'expérience parce que ça fait 3 ans qu'on le fait. Mais qu'est-ce que ça change fondamentalement? On ne sait pas. On peut faire l'hypothèse, moi je fais l'hypothèse, que ça permet de mettre sur la table un certain nombre de sujets qui ne sont pas sur la table quand il n'y a que des hommes qui dirigent l'information. Enfin, il n'y a qu'à voir la place qui est accordée au foot dans l'information aujourd'hui. Voilà, est-ce que ça mérite autant de place? Est-ce qu'il faut ouvrir les JT sur le foot? Enfin, voilà. France Télévisions n'a pas de foot, donc ça va. Le rugby, peut-être. Oui, voilà. Quand on choisit, mettre un visage féminin, même mettre une femme à la présentation d'un journal, est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que ça se regarde à 2 fois? Est-ce que sur la semaine, par exemple, on pourrait hésiter quand même avant de mettre une femme au JT? Ou est-ce que ça ne se pose pas du tout? Non, franchement pas. Enfin, honnêtement, sur la présentation des infos, des magazines, encore une fois, je crois que ça ne se pose pas du tout. Pas du tout, du tout. Et sans faire de généralité un peu grossière, à l'inverse peut-être de Georges Decaune, moi ce que je relève de mon expérience personnelle, c'est que souvent les femmes ont plus alors notamment sur le terrain... De douceur. Non, justement plus d'âpreté, plus d'opiniâtreté. Et notamment, j'ai remarqué dans les conflits, ce sont souvent les personnes les plus solides sur les situations de guerre, sans faire encore une fois de généralité, parce qu'il y a des hommes forts, des hommes moins forts, etc. Mais le trait commun général chez une femme, c'est quand elle s'est engagée, elle va au bout. Et je dirais la même chose dans les relations professionnelles, dans l'encadrement. C'est une forme de stabilité assez précieuse, en vérité, sur laquelle on peut s'appuyer. Donc voilà, moi c'est la seule petite chose que je vois, mais ça n'a rien à voir avec la douceur. Ça c'est pour l'antenne, mais est-ce qu'il y a encore, quelque part dans la tête des gens et des responsables de rédaction, une répartition géographique de l'intérêt qui se fait aussi en fonction du sexe? On va dire, le côté sociétal, la médecine, l'éducation, etc., ça va être des femmes, et qui continuent de faire de la politique, de l'économie, la guerre et l'étranger, ça va plutôt être des hommes. Non, honnêtement, non. Est-ce que de fait, quand on regarde les chiffres, c'est quand même un petit peu ça? Non, pas du tout, non. Sur le terrain, sur le terrain, comme je le disais, tu as un peu plus de femmes reporters que d'hommes. En politique, on l'a dit, ce sont souvent, me semble-t-il, peut-être, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, si je ne parle que de France Télévisions, en l'occurrence, c'est une femme qui incarne la politique, aujourd'hui, sur France 2, en l'occurrence, et un homme sur France 3.
Mais l'éco, c'est aussi une femme qui est chef de service. En société, c'est pas que des sujets légers. En société, il y a des sujets très, très, très lourds, très durs. À l'inverse, la médecine, la santé, sur France 2, c'est un homme. Donc, je veux dire, honnêtement, je pense que ça, c'est derrière nous. Et je me souviens souvent dans les années, on m'a raconté une anecdote, je crois que c'est Patricia Lémonière, qui était l'une des premières grands reporters de France dans les années 70. Elle me racontait qu'un jour, elle a un patron il y avait la guerre au Liban et il devait faire partir une équipe. Et elle a été retoquée, elle faisait partie des journalistes susceptibles de partir au Liban. On lui a dit non, pas toi, parce qu'une voix de femme sur des scènes de guerre ou de conflit, ça le fait pas. C'était dans les années 70. Honnêtement, je crois, là-dessus... C'est plus le débat aujourd'hui. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que... Est-ce qu'il y a quand même un débat aussi sur ça? Est-ce qu'on peut envoyer les femmes sur tous les terrains? On voyait la place Tahrir tout à l'heure. Alors, moi, j'ai fait des déclarations suite à ce que nous avons vu avec Caroline, en disant que, bien entendu, il faut envoyer des femmes à partir du moment où elles sont volontaires. Et je lui ai dit, c'est pas parce qu'il y a eu un début... Même s'il y a un risque avéré. Mais elle l'analyse et nous l'analysons ensemble. Mais le risque, il est aussi valable pour les hommes, hein, je veux dire, entre nous. Et donc, c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Et récemment, on a envoyé Samassoula, journaliste grand reporter de France 2, en Égypte, et on m'a fait la remarque. On m'a dit, mais t'es dingue d'envoyer une femme en Égypte. Oui, mais enfin bon, si on commence comme ça, alors dans ce cas-là, on va effectivement s'interdire un certain nombre de présence de femmes grands reporters dans certaines situations. Il y a des risques qu'il faut évaluer avec la personne concernée, mais s'interdire a priori d'envoyer quelqu'un parce que c'est une femme ou un homme me paraît compliqué. Je me souviens aussi de Dorothée Oliéric allant en Afghanistan à l'époque des talibans. On ne peut pas dire que ce soit très simple, mais là, par exemple, la situation sur le terrain nous a permis de découvrir l'intérêt d'avoir envoyé une femme, c'est parce qu'elle était la seule à pouvoir entrer dans des domiciles privés, être en présence de femmes et faire son métier de journaliste. Voilà un avantage. Alors parfois, il y a un avantage inattendu, parce qu'on ne l'a pas fait exprès, puis parfois, il y a ces risques. Mais je crois qu'il faut les évaluer, mais pas s'interdire a priori, parce que sinon, effectivement, on va rentrer de nouveau là dans des zones interdites qui, à mon avis, seraient un renoncement. Est-ce que je peux poser une petite question à Thierry? Comment se fait-il qu'avec ses bonnes intentions et l'évolution des mœurs, le journal télévisé de 20h, qui est quand même la grand-messe que tout le monde regarde et que tout le monde plutôt approuve, France 2, c'est deux hommes. Je n'en veux pas à Pujadas et Delahousse, qui sont d'excellents journalistes, mais est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'était parce que ça a été décidé à une époque où c'était moins évident de mettre une femme? Enfin, là-dessus, TF1 a eu un peu d'avance sur vous. Oui, mais regarde France 3, tu as une femme au week-end, une femme au 19-20, un homme au 12-13. Bon, voilà. Et puis il y a le Grand Soir 3 dont on a parlé. Donc, si tu veux, je pense que c'est plutôt le hasard. Delahousse a succédé à Béatrice Schoenberg, donc qui était une femme. Donc c'est pour ça qu'il y a eu effectivement un chute, si j'ose dire. Mais je pense que c'est le hasard. Et demain, rien n'empêche à une femme de revenir évidemment à la présentation du week-end ou du 20h semaine. C'est pas un sujet. Il y a un peu de doute dans la tête de Sylvie Pierre Brossolette là-dessus. Pardon? Il y a un peu de doute. Non, mais j'attends de voir. Moi, je croirai quand je verrai. Le souci, c'est qu'on a quand même des bons professionnels. Donc, il m'est aussi assez délicat de dire à Laurent comme à David, écoute, tu vas rire, mais voilà, on va faire de la place parce qu'il faut absolument une femme. Je pense que c'est la limite de l'exercice. C'est ce qu'on dit dans les partis politiques. Hein. Quelquefois, quand il s'agit d'instaurer la parité, il faut forcément Très bien. éliminer des hommes, quelquefois. Mais sans doute... Je ne prêche pas pour ma paroisse. Non. Ne me donne pas des idées. Non, mais sans doute. Mais je pense qu'on peut se poser la question au moment du remplacement. Quand un jour il se fait le remplacement. Je veux dire, je pense que comme ça, abrupto, c'est-à-dire, bon, au fait, je ne t'ai pas dit, mais en septembre, on s'arrête pour telle raison. Je pense qu'on peut aussi, à l'inverse, nous opposer un sentiment d'injustice. Et Michel Cotta qui veut dire quelque chose. Non, juste un mot pour répondre au choix de Pujadas. Le choix est tombé sur Pujadas, mais il y avait deux personnes qui ont été pressenties en même temps, Ruth Elkrief et Pujadas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remporté l'un et l'autre le premier prix au concours, l'équivalent du concours Jean d'Arcy, qui s'appelle maintenant le concours France Télévisions, enfin peu importe. En tout cas, Ruth Elkrief nous a fait savoir tout de suite qu'elle avait choisi Canal. Tandis que... Donc ça aurait très bien pu être une femme. Mais là, pour le coup, ça a été Pujadas. Les deux étaient pressentis exactement à la même heure, en même temps. Et puis tout à le micro, Michel, parce
On parlait des terrains de guerre où on peut hésiter éventuellement à envoyer une femme si les agressions se font, comme c'était le cas en Égypte, plus systématiquement, si je ne m'abuse, sur des femmes. Journaliste politique, on a dit aussi à une époque, et ça a été même théorisé, revendiqué, qu'il était de bon ton d'avoir des femmes plutôt jolies pour aller aborder les hommes politiques et leur extorquer leurs petits secrets de politique. C'est vrai, mais ça ne dure pas longtemps. Et pourquoi? Parce qu'on vieillit. Non, mais ça, c'est théorisé. Ça a été, à un moment donné... Ça a été un mot d'esprit de Jean-Jacques Servan-Schreiber face à François Giroud qui plaidait le contraire. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber a dit il faut envoyer des bataillons féminins. Bon, voilà, on en a tous profité, tant mieux. Juste un mot d'esprit ou un peu plus que ça, quand même? Hein? Juste un mot d'esprit ou un peu plus que ça? Je crois que c'est la femme d'Hollande qui a été embauchée par Match, on dit, parce qu'elle n'avait plus à je ne sais plus qui. Hop, embauchez-la tout de suite. Oui, enfin, dans l'esprit de Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'était surtout pour contrer François Giroud. Sylvie, sur oui, ça met fin à ce que dit Michel, à une légende. Ce n'est pas Françoise Giroud qui a inventé d'envoyer des femmes au feu séduire les hommes. Donc ça, plus on peut contribuer à arrêter cette histoire, mieux c'est. Non, mais c'est vrai que dans une certaine mesure, évidemment, quand les hommes politiques voient une jolie fille arriver, ils sont toujours plus attendris qu'un homme un peu revêche. Bon, c'est humain. C'est la vie. Après, il faut que la journaliste soit bonne, sache retranscrire ou analyser ou prendre le recul par rapport à ce qu'elle a pu apprendre. Et je veux dire, c'est de moins en moins à la mode, hein, parce que les femmes deviennent de plus en plus indépendantes, tiennent à leur réputation professionnelle, et que maintenant, vraiment, l'honneur d'une femme journaliste, c'est d'être justement considérée comme ne tenant pas ces informations, d'où je pense. Alors, des questions, un petit peu des remarques sur tout ce qu'on vient de dire sur la place des femmes dans ce métier d'information. Bonjour. Moi, je voulais peut-être vous faire rebondir sur le chiffre donné par Isabelle Germain de donc 20% des personnes citées dans l'information qui sont des femmes et qui sont plutôt souvent des anonymes ou des femmes d'eux. Et je voudrais savoir comment c'est pris en compte par France Télévisions maintenant et comment ça va être pris en compte peut-être à partir de la rentrée. Oui, Thierry. Je pensais qu'on parlerait des experts d'ailleurs, mais c'est peut-être après, non? Donc, on va y venir, oui. Oui. Non, précisément, on a le grand souci de nos rédactions, c'est de savoir de quoi on parle. Parce qu'on nous dit il n'y a pas assez de femmes, pas assez de diversité sociale et autres. Et le problème, c'est que lorsque on regarde nos rédactions un peu froidement, c'est un vaste désordre. Et donc, le seul baromètre qui existe, c'est celui du CSA, sur une semaine. 15 jours, chaque année, sur, je crois, le journal de 20 heures, hein, sauf erreur de ma part, et je ne suis pas sûr qu'il y ait 13 heures et 20 heures. Donc ce que nous avons fait, nous, et c'est une première à France Télévisions, c'est qu'on a donc systématisé sur 13 heures et 20 heures depuis le 1er janvier, en reprenant exactement les mêmes critères que le CSA et en travaillant avec le sociologue Éric Massé, qui a travaillé d'ailleurs avec le CSA, on a tagué l'ensemble de nos journaux 13 heures et 20 heures. Jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est donc les journaux de 13h et 20h de France 2. Mon souhait, c'est que ça se généralise aux journaux de France 3 et aux magazines. Parce que les magazines jouent effectivement un rôle extrêmement important dans l'offre d'information, notamment de France 2. Et à partir de cette base-là, on verra où on en est réellement. Et lorsqu'on parle d'expertes, Éric Massé a une définition assez simple, c'est toutes les interventions qui sont faites pas seulement en plateau, parce que c'est un peu réducteur, mais aussi à l'intérieur des sujets, à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle l'incrustation. Chef de service santé de Pompidou, ou anesthésie, ou je sais pas quoi, enfin à partir du moment où il y a un titre. Et de laisser de côté, en revanche, tout ce qui est micro-trottoir. Où là, il n'y a pas Enfin, on n'intervient pas au titre d'une expertise, on intervient parce qu'on croise une caméra dans une rue ou dans un lieu connu. Sur les premiers chiffres, on est en progrès par rapport à la seule base connue, qui est le rapport de 2011, où je crois qu'on était à 18%, mais c'était comment dirais-je, 16 pour les JT, 20 pour les magazines, donc il faut une moyenne de 18. Moi, je préfère retenir 16 des JT, et on est en progression très notable depuis 2 ou 3 ans. Mais ce n'est pas suffisant. D'où l'objectif qu'on peut se fixer d'une manière très raisonnable d'atteindre les 30% qui ont été donnés ce matin et qui me semble être un jalon.
C'est à la fois une contrainte éditoriale, et donc les rédacteurs en chef et les rédactrices en chef n'aiment pas beaucoup les contraintes éditoriales parce qu'ils ont un peu le sentiment qu'on intervient sur leur choix. Et en même temps, comme je le dis, il faut à un moment donné bouger les choses pour pouvoir progresser. Et donc cet objectif chiffré, c'est raisonnable et il doit être atteint sans aucun souci par les rédactions de France Télévisions, qu'elles soient JT ou magazine. C'est une obligation. Et donc, mais ce sera qu'une étape. Voilà. Par ailleurs, l'autre difficulté que nous avons, c'est la représentation politique. Même s'il y a des progrès qui sont faits, il n'empêche que la parité n'est pas si évidente. Idem pour les patrons d'entreprise. Et donc, lorsque nous sommes largement en dessous, vous citiez des rapports 80-20, on est peut-être plus à maintenant un peu en dessous de 80 et un peu au-dessus de 20, en tout cas pour les JT, on est aussi représentatif de la société française. C'est-à-dire à partir du moment où on parle de l'Assemblée nationale et on va aux 4 colonnes, on aura quand même plus de chances de tomber sur des hommes que sur des femmes, même si ça évolue. Donc, on n'est pas seulement là, et c'est peut-être la différence entre nous, où vous vous dites systématiquement nous allons chercher un homme, une femme. Nous devons aussi de rendre compte de l'état de la société française sous tous ses aspects, y compris cet aspect-là. Voilà. Juste, pour rebondir sur ces études, en fait, ce qu'elles montraient, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes, effectivement, que de femmes dans les pages politiques, dans les pages économiques, parce qu'effectivement, il y a plus d'hommes en politique et en économie, mais ça ne se rééquilibre pas après sur les autres pages. C'est-à-dire, pourquoi ne pas en voir plus dans les pages sport? Pourquoi ne pas en voir plus dans les pages culture? Alors c'est vrai qu'on en voit plus dans les pages culture que dans les pages sport, mais souvent elles sont les muses et pas les auteurs dont on parle. Voilà, donc il y a le chiffre brut, et puis derrière ces chiffres bruts, après il y a effectivement des nuances. Question. Bonjour, Pascal Auger, donc chef d'entreprise. Voilà, experte en organisation, transformation et gouvernance et administrateur de société et membre de Vox Femina. Je voulais revenir juste sur un point que vous évoquiez, qui est la représentation des femmes au poste de direction. Et effectivement, parfois la difficulté que vous évoquiez à motiver certaines d'entre elles à prendre un poste, pour différentes raisons. Je voulais juste faire part de mon expérience en entreprise où on a eu à peu près les mêmes questions en se disant il y a certaines femmes qui finalement on a du mal à les motiver pour accéder au poste de direction. Il y a une autre façon aussi de se poser la question, c'est est-ce que le modèle leur donne envie ? Et je pense que c'est quand même une bonne question à se poser, puisque j'irai inconsciemment le modèle existant se projette. Donc vous évoquiez un modèle justement, il faut taper du poing, etc., etc. Et effectivement, ça peut ne pas donner envie. Et on a eu un cas, je voulais juste vous en donner l'exemple, en entreprise où ils ont cherché à faire monter des femmes à des postes de direction, elles ont refusé, elles sont parties chez des concurrents. Alors ça a posé un problème de féminisation. Ça a aussi posé un problème de gestion des talents, puisqu'on s'est aperçu que la majorité des hauts potentiels étaient féminins. Donc finalement, on nommait à des postes de direction ceux qui n'étaient pas forcément parmi les plus hauts potentiels. Donc on n'était plus sur un problème de femmes, on était sur un problème de gestion des talents. Oui, et puis après, c'est un mode de gouvernance qu'il a fallu changer pour que les femmes s'y sentent mieux. Alors, je viendrai après à la solution. Il y a eu un deuxième problème qui est apparu juste derrière, c'est que ayant donc une représentation poste de direction masculine, ça a posé un problème commercial. Et je vais vous citer 2 exemples concrets qui existent dans une entreprise, parce que beaucoup d'entreprises progressent quand même dans la diversité, donc certaines d'entre elles sont plus en avance que d'autres. Et donc chez GDF Suez, il y avait une newsletter qui circulait. Et première page de la newsletter, les entreprises rôle modèle dans la diversité et celles qui étaient en 0 pointé. Et il y avait une liste avec les noms. Alors ça derrière, ça a posé une sorte d'image pas très bonne pour le commerce, pour le business. Deuxième problème qui s'est posé, alors là très concrètement, dans un deal, les 2 entreprises se retrouvent face à face et le responsable du deal dans l'entreprise qui était un peu plus en avance en termes de diversité était une femme. En face, l'équipe était entièrement masculine. Elle a dit, moi je ne travaille qu'avec des gens qui me ressemblent. Le deal s'est arrêté là. Donc, vous voyez, la question peut avoir des conséquences assez profondes, finalement, en termes de business, en termes commerciaux. Et tout ça, parce qu'à un moment donné, on dit les femmes n'ont pas voulu accéder au poste de direction. Mais est-ce que le modèle leur donne envie ? Donc, il faut leur faire la place. Et là, c'est pas juste leur faire la place, c'est aussi leur donner envie. Adapter le modèle à leurs envies.
Il faut adapter. Non, attendez. C'est leur donner envie. C'est-à-dire qu'adapter le modèle à leurs envies, on a l'impression qu'on est toujours une minorité en voie d'accès. Attention, il y a un équilibre, il y a une véritable équité. C'est-à-dire dans beaucoup d'entreprises, quand vous regardez les entreprises dans les postes, et ça vous l'avez d'ailleurs dit très justement, dans les postes de journalistes, etc., on est quasiment à 50-50. C'est au moment où il faut accéder au poste de direction où finalement il y a une sorte d'évaporation. Et la plupart des gens qui sont en poste vous disent c'est parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles n'ont pas le temps, etc. Il faudrait quand même aller interroger directement la femme. Et surtout pas passer par l'encadrement qui est exclusivement masculin, qui va donner un certain nombre d'explications. Alors, je pense que ça, c'est une première... Des réponses, là. On s'en tient là, des réponses peut-être de Thierry. Oui, des réflexions. Adapter le modèle... Alors, nous, ce qui est compliqué, on n'est pas en business, donc on n'a pas de deal, mais en revanche, on parle au public. Et donc, le public, il doit s'y retrouver. Il doit retrouver la diversité qui existe au sein de la société française. Adapter le modèle, c'est vrai qu'on a des journées qui ne donnent pas très envie, je pense, dans la longueur notamment. Et ça, on m'a fait souvent la remarque. C'est-à-dire, on peut commencer tôt et on finit tard, n'est-ce pas, Christine? Et puis, on prend 2 heures à déjeuner. Et puis, donc, on a des journées extrêmement, je trouve, élastiques. Mais est-ce qu'on peut adapter ce type de journée-là à d'autres? Parce que je pensais à une entreprise lyonnaise, parce qu'on avait fait un sujet là-dessus, où la femme patronne d'entreprise nous expliquait que, par exemple, elle avait totalement interdit les réunions au-delà de 19h. Pour les hommes, chez Stankova, pour les hommes, comme pour les femmes, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement adapté aux femmes, mais pour les hommes, donc obligés finalement à changer d'organisation de la journée. Est-ce que nous pouvons faire ça? Honnêtement, j'en suis pas certain, compte tenu de nos obligations, avec des rendez-vous d'information très, très datés. Voilà, je pense que la confiance, elle doit se bâtir avec la hiérarchie masculine. Et lorsque, pour ne prendre qu'un exemple, on a réussi à convaincre la future directrice adjointe de la rédaction de France 2 de venir. Elle m'a dit tout de suite, mais tu sais, j'ai des enfants, je ne peux pas être H24, 7 jours sur 7, enfermé dans cette rédaction. Et je lui dis, mais bien entendu, et je compte bien moi aussi profiter de mes enfants et de ma vie à côté de l'entreprise. Et précisément, si on fait venir quelqu'un de plus, c'est pour pouvoir mieux s'organiser entre nous. C'est ce genre de choses-là qui peuvent donner confiance. Mais changer l'organisation, je ne suis pas certain. Voilà, qu'on puisse y parvenir. Ici, madame. Oui, je renchéris sur ce sujet, je rebondis sur la question de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Vous avez dit H24, une organisation du travail. Mais il y a eu des progrès qui ont été faits dans des entreprises qui n'avaient pas imaginé que ce soit possible de changer leur organisation du travail pour mieux peut-être tenir compte de cette possibilité pour les salariés de pouvoir concilier, articuler une vie familiale, une vie professionnelle avec une question de gestion des horaires, de création de tandem par exemple, ou de travail sur ces plannings et sur ce flux dont je sais qu'il est très, très, très dense dans vos métiers. Mais néanmoins, est-ce que ça ne participe pas aussi d'une culture d'entreprise, finalement, qui est dirigée par des hommes, où les hommes accèdent aux postes de responsabilité et où ce frein-là, cette question-là n'est jamais évoquée, pourtant les hommes ont aussi des enfants. Il n'y a pas que les femmes qui ont des enfants. Et peut-être peuvent-ils, oui, vous le savez, peut-être pourrait-on imaginer qu'un système qui permettrait une meilleure articulation des temps soit aussi bénéfique pour les hommes, d'une certaine façon. Est-ce que ça ne participe pas d'un changement de culture d'entreprise? À vous écouter, on a l'impression aussi que pour devenir dirigeante ou accéder à un poste de responsabilité, il faut sortir son couteau, et pour ne pas dire sa bite et son couteau, vous m'excusez l'expression, parce que ce sera... Oui, ce sera la seule façon d'accéder. Et est-ce que c'est aussi un modèle qui ne peut pas aussi bouger parce que la société bouge et que peut-être l'accès à des postes de responsabilité, c'est pas forcément de cette manière-là? Est-ce que les qualités requises à un poste de responsabilité sont forcément celles du manager 24 sur 24 qui sera dans un mode guerrier? Ça, c'est la question. Et puis, Isabelle avait commencé une phrase tout à l'heure pour dire la femme. Et c'est vrai qu'on a tendance à généraliser et à dire la femme c'est comme ceci, la femme c'est comme cela. Or ce là, L-A, article défini, ça n'existe pas.
Il n'y a pas la femme, il y a des femmes diverses, variées, qui ont des enfants, qui n'en ont pas, qui sont mobiles, qui ne sont pas mobiles, qui sont disponibles ou pas, qui ont une volonté forte de progresser, d'autres non. Et aussi parmi les hommes, c'est la même chose. Je crois que quand vous dites représenter la société, est-ce que la société n'est pas en train d'avancer et que peut-être faudrait-il... voilà. Et puis travailler peut-être sur la répartition, on n'en a pas parlé ici, de les experts hommes et femmes. Quel genre d'émissions présentent-ils, ont-ils en main des émissions? Bon, je m'arrête là, je vous remercie. Une réaction et puis après on va passer aux experts. Oui, sur la question de rendre les entreprises plus accueillantes et les directions des entreprises plus accueillantes pour les femmes, il se trouve que moi je fais aussi des formations en entreprise pour aider les femmes à booster leur carrière, prendre la parole, avoir cette posture plus offensive. Et la question de rendre les postes de direction plus attrayants pour les femmes, ça n'est pas que la question de la conciliation des temps de vie, mais c'est aussi des questions de comportement, d'attitude. Moi, quand j'étais dans la presse économique, j'ai entendu mon patron dire on y va avec la bite et le couteau, à un moment où bon, voilà, on était deux femmes autour de la table. Ah bon, et on fait comment? Il y avait quand même un manque. Mais non, mais quand je dis rendre les entreprises plus accueillantes pour les femmes, quand je commence mes formations en disant aux femmes voilà, il va falloir prendre la parole, être plus offensive, se montrer davantage, etc. La première chose qu'elles me disent, mais pourquoi c'est à nous de bouger? Parce que je leur explique que c'est pas un problème de compétence. Hein. Les femmes sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui, donc si elles n'accèdent pas au poste de responsabilité, ça n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de comportement, de perception, de stéréotypes, tout ça. Et vraiment, la première question qu'elle me pose, c'est mais pourquoi c'est à nous de bouger et pas à l'entreprise et à la culture d'entreprise de changer? Christine Lehéran. Et ça va au-delà vraiment de cette question de la conciliation des temps de vie. Moi, je pense que ce sera de toute façon un signe de modernité pour France Télévisions, comme pour les autres entreprises, de s'adapter quelque part et de donner envie aux femmes d'accéder à ces postes-là. Donc, nécessairement, une petite adaptation. Et donner envie comment? Donner envie, justement, par, je pense, un système d'organisation, comme tu as commencé à le faire, Thierry, parce qu'effectivement, ce sont des métiers extrêmement chronophages, mais qu'on a aussi envie de pouvoir concilier une vie de famille, en l'occurrence, et pas d'être là tout le temps, 24 heures sur 24, mais aussi, on sait, par ailleurs, être efficace et jouer de cette efficacité aussi pour l'entreprise. Un petit mot, Thierry, et puis on va... Oui. Non, je vous rassure, enchaîner. Quand je vous parlais de guerriers, c'est pas ce que moi, je vends à ceux ou à celles qui peuvent devenir directeurs ou rédacteurs en chef, ou rédactrices en chef, c'est la représentation que mes interlocutrices peuvent avoir parfois des postes de pouvoir. C'est la représentation. Et donc, du coup, il y a une espèce de recul par rapport à cette représentation-là. Je ne dis pas que c'est la réalité quotidienne, parce que sinon, si vous voulez, c'est un enfer de vivre tous les jours sous un mode guerrier, rapport de force, etc. Voilà, ça c'est un point. Deuxième point, je vous confirme qu'on suit le mouvement de la société. Alors peut-être pas assez vite, mais on a enclenché vraiment une action depuis 3 ans, assez déterminée. Et si je suis réservé sur l'organisation du temps de travail, c'est parce que je n'ai pas trouvé plus efficace aujourd'hui que ce qu'on fait, en sachant que la personne, par exemple, qui vient rejoindre l'encadrement de la direction de France 2, précisément, c'est un binôme. C'est-à-dire qu'il y a un directeur, directrice adjointe, il y a 2 personnes qui vont travailler ensemble, précisément pour essayer d'être plus efficace. Voilà. Merci. Je vais remercier Christine Lehéran et Isabelle Germain pour leurs interventions. On les remercie, on les applaudit.